Allô? Ok, c'est bon. Bon, ben, bienvenue, même si on se parle depuis tantôt, à la formation sur les attaques web. Euh, ouais. Là, dans le fond, là, il y a un concept que l'année passée, j'avais commencé la suite de formation pour introduire à la cybersécurité, comme. Puis là, ça a été mis sur pause depuis un an. Fait que là, ça, c'est la suite. Fait que la dernière formation de cette suite de formation-là, c'est la formation sur les scanners. Là, on fait les attaques web. Puis la prochaine formation, qui est la dernière formation de la session, ça va être la formation sur les attaques système, les attaques réseau. Le plan de la séance. Euh, Rappel sur les applications web, vraiment, vraiment rapide. Euh, Identification des technologies, fait comment qu'on fait pour savoir un site web est fait avec quoi. Après ça, on va voir une grosse partie sur l'énumération parce que c'est quand même une grosse partie de la job des attaques web. Dans le fond, plus tu énumères un site web, plus tu as de surface d'attaque, fait que plus tu as de chances de trouver des vulnérabilités. Ça, on va voir trois grosses vulnérabilités qui sont pas grosses en termes de sévérité, mais plus qui reviennent souvent. Puis ça donne un peu une idée de les attaques web en général. Ça ressemble à quoi comme concept. On va parler un peu de standards parce que c'est important de communiquer avec des standards. Donc le OWASP Top 10 qui est le top 10 des vulnérabilités les plus communes dans les sites web. Puis le score CVSS qui est une espèce de qui est un standard international sur comment on qualifie la criticité d'une vulnérabilité. Puis ben, comme d'habitude, on va avoir une page de pratique. Wow. Les sources, regardez pas ça trop longtemps parce que je les ai pas mis à jour. Les attaques web. Attention, on n'a pas le droit de faire des attaques. C'est illégal de juste, même si c'est juste scanner, même si c'est juste faire la partie d'énumération qu'on va voir tantôt, on n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit. Fait que ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on s'en va sur TryHackMe, sur HackTheBox, dans des CTF, des affaires de même, pour hacker en toute sécurité et en toute légalité. Petit rappel sur les applications web. Les applications web en général, c'est fait en trois parties. Le front-end, le back-end, puis une base de données. Il n'y a pas tout le temps de base de données. Puis, en tout cas, il y a des exceptions, mais en général, ça ressemble à ça. Fait que le front-end, c'est ce que vous avez. Est-ce que j'ai une slide par. Ouais, ok. Le front-end. Ça, c'était quand même mieux, là. Ça, c'est ce que vous avez sur votre ordi chez vous. Puis le back-end, puis la base de données, c'est ce qu'il y a dans les serveurs de la compagnie que vous êtes en train de checker son site web. Fait que le front-end, c'est toujours fait avec du HTML, du CSS, puis du JavaScript, ou en général, il y a d'autres affaires qui peuvent remplacer le JavaScript, mais d'habitude, c'est du HTML, du CSS, du JavaScript. Puis après ça, le web server, ben, on est tous des étudiants en informatique, fait que c'est plus ça qu'on connaît d'habitude, la partie back-end. C'est ça qu'on code là, comme en Python, ou des fois on le code en JavaScript, ou en Ruby, ou en Go, des affaires de même, là. Fait que ça, c'est pas mal tout le temps HTML, CSS, JavaScript. Puis le back-end, c'est ça que tu peux coder dans pas mal n'importe quel autre langage. Puis après ça, la BD, ça peut être des BD SQL comme PostgreSQL, MySQL, des affaires de même, ou des BD NoSQL aussi. Front-end, fait que c'est ça. Ça, c'est la page qu'on voit. Puis ben, on peut quand même dire le HTML, c'est l'information. Le CSS, c'est pour que ce soit beau. Puis le JavaScript, c'est pour que ce soit interactif. Le back-end, c'est la logique de l'application. Fait que supposons l'authentification, quand vous voulez enregistrer des données, quand que pratiquement n'importe qu'est-ce qui rend le site web utile, c'est tout dans le back-end. Puis c'est fait en n'importe quel langage de programmation, disons. Puis la base de données, c'est là qu'on stocke les données. Bon, là, ben, je sais que les gens ici, vous avez quand même de l'expérience en informatique, mais peut-être pour les gens qui nous écoutent, si jamais je suis passé trop vite, il y a dans la suite de formation que j'ai montré tantôt, il y a une formation de comme 1 heure et demie sur les applications web. Fait que je vous recommande d'aller voir ça si vous êtes trop perdu. Fait que l'identification des technologies, pourquoi qu'on veut identifier les technologies? Ben, c'est pour les CVE, entre autres. Les CVE, c'est quoi? C'est des vulnérabilités qui sont connues,
pour une version particulière d'un produit. C'est assez large comme définition. Fait que par exemple, un serveur web, quand vous faites un site web, souvent vous allez avoir un serveur web devant. Les exemples, c'est Nginx ou Apache. Ça peut être dans le langage de programmation ou dans les frameworks que vous utilisez pour coder. Ça peut être dans la version de la base de données. Ça peut être dans n'importe quoi, puis dans n'importe quel niveau de notre application, dans le front-end, dans le back-end, dans la BD. Tout ce que vous utilisez, ben, ça a toute une version. Puis il y a des versions qui sont vulnérables à des vulnérabilités. Puis il y a des vulnérabilités qu'on connaît. Ça fait que si vous utilisez une certaine version d'une certaine affaire, ben on sait que ça, c'est vulnérable. Donc on n'a pas besoin de tout le temps réinventer la roue puis toujours découvrir des nouvelles vulnérabilités chaque fois qu'on veut hacker quelque chose. Souvent, juste regarder les versions des affaires, on peut savoir tout de suite s'il y a des versions qui sont déjà vulnérables. Fait que ça peut être des quick wins si on veut pirater quelque chose. Si on peut juste arriver sur le site web, on regarde c'est quoi les technologies, on voit, ah, ça utilise telle affaire, ça n'a pas été mis à jour depuis 10 ans, puis ça, on sait déjà que c'est vulnérable, ben on peut le hacker super rapidement. C'est pour ça que l'étape d'identification des technologies est cruciale et peut sauver beaucoup, beaucoup de temps. Par exemple, ça c'est une réponse à une requête HTTP. Puis dans la réponse, des fois, on va avoir de l'information sur qu'est-ce qui est utilisé par le serveur. Fait que là, on sait que ça run sur du Apache 2.2.23, ici. Ça a été fait avec PHP 5.4.10. Il utilise un Content Management System, un CMS, qui est Drupal 7. Là, ça réécrit en dessous aussi que c'est écrit en PHP 5.4.10. Si après ça, je m'en vais sur quelque chose qui s'appelle ExploitDB, que c'est une base de données où est-ce que tout le monde qui trouve des vulnérabilités, ils vont écrire comme un script pour hacker la vulnérabilité automatiquement, puis ils vont aller mettre ça dans ExploitDB. Fait que ça, c'est une grosse base de données commune où est-ce que tout le monde met leur script pour hacker des affaires automatiquement. Mais là, si je cherche Drupal 7, ben, je vois qu'il y a plein de vulnérabilités dans Drupal 7. Fait que ça pourrait être beaucoup plus rapide que de découvrir moi-même la vulnérabilité dans Drupal 7, juste aller chercher là-dedans, puis j'en trouve déjà qui sont déjà faites. Ça, c'est un exemple. Comment qu'on fait pour... Là, ça allait bien parce que là, ils étaient tout gentils puis ils nous donnaient toute leur technologie dans les headers de la réponse web. C'est pas tout le temps comme ça. Fait qu'il y a des outils qui ont été faits pour essayer de détecter quelles affaires qui sont utilisées par une application web. Fait qu'un exemple de ça, c'est WhatWeb. Il y a aussi Wappalizer qui existe, mais c'est plus, je crois que c'est payant, ou en tout cas, il y a une version gratuite que tu peux faire quelques requêtes, puis après ça, si tu veux en faire plus, c'est payant. Mais WhatWeb, c'est open source. Fait que c'est un outil open source d'énumération de technologies. Ça permet souvent de récolter, pas toujours, mais dans le fond, il va essayer de ramasser le plus d'informations qu'il peut sur le serveur web qui est utilisé, c'est quoi la version, c'est quoi le framework front-end qui est utilisé, par exemple Vue ou React, la même. Des librairies front-end en particulier, fait que certains scripts JavaScript. Le langage du back-end et ou le framework. Ça ressemble à ça. C'est le genre d'information qu'on peut recevoir de WhatWeb. Puis là, on voit par exemple, on voit le serveur web en haut complètement. On peut voir que ça a été fait avec WordPress, qui est un autre content management system comme Drupal de tantôt. Ça nous dit même c'est quoi la version de WordPress qui est utilisée. Ça peut nous donner plein d'informations. Là, on voit jQuery, que ça c'est pour le front-end, avec la version. Ça nous permet d'avoir comme un outil qui va tout nous lister à une place. Tout ce qu'on sait pour l'instant des technos qui sont utilisés par l'application web. Fait que là, c'est l'heure des démos. Là, cette fois-ci, j'ai essayé d'inclure plus de démos dans la présentation. Fait que je vais switcher souvent entre la présentation puis ma VM Kali Linux. Bon. Fait que là, ce que j'ai ici, c'est, vous le voyez pas.
Ok, maintenant vous le voyez. J'ai monté quelque chose qui s'appelle OWASP Juice Shop, qui est une espèce qui est une application web faite par OWASP qui contient vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de vulnérabilités. Puis là, ça run sur une autre VM qui run sur mon portable localement. Fait que c'est là-dessus que je vais faire pas mal toutes les démos aujourd'hui. Fait que là, on va tester WhatWeb, c'est ça. Que ça devrait pas être trop long. Là, il est en train de trouver le plus d'informations qu'il peut sur ce site web-là. Là, c'est pas une super bonne démo parce qu'il n'y a pas tant d'informations qu'il trouve sur Juice Shop, mais il est quand même capable de trouver la version de jQuery qui est utilisée pour le front-end. Et il va lister aussi des choses qui sont un peu bizarres, là, comme les uncommon headers. Des affaires étranges comme X-Recruiting, c'est pas quelque chose que tu vois dans la vie de tous les jours, fait que ça vaut la peine de checker ça. Puis il nous liste les headers ici aussi. Fait que là, ouais, c'est pas full impressionnant comme démo parce qu'on voit, on voit pas grand chose. Mais d'habitude, vous allez avoir plus d'informations que ça. OK. Fait que là, maintenant, on devrait avoir une espèce de portrait un peu plus complet de notre application, en tout cas des technologies que l'application utilise. Fait que là, ça c'est bien. Attends un petit peu, j'ai chaud. OK, c'est bon. C'est ça. Fait que là, normalement, vous devriez avoir une bonne idée des technos qui sont utilisés. Si on a certaines versions de certaines affaires, vous devriez comme les chercher sur Google, savoir s'il y a des vulnérabilités qui sont sorties sur ces versions-là. Et maintenant, on va plus garder les vulnérabilités au niveau applicatif. Fait que ça va être plus les vulnérabilités au niveau de le code que les développeurs ont codé. Parce que là, jusqu'à maintenant, on va s'intéresser aux vulnérabilités qui sont liées aux technologies qui sont utilisées. Mais là, on va s'intéresser aux vulnérabilités liées au code directement qui a été codé par les développeurs. Je sais pas si la nuance est claire ou pas. Oui, non. Ok, d'accord, je vais prendre ça pour un oui. On va faire une dernière explication pour que ce soit plus clair, là. Dans le fond, là, on avait par exemple la version de Apache, puis la version de. Supposons qu'on aurait un site web qui serait codé avec Flask en Python. Bon, ben là, on aurait la version de Flask utilisée, la version de Python utilisée, on aurait peut-être un serveur Nginx ou un serveur Apache, des affaires comme ça. Fait que là, ça, c'est des informations importantes qu'on va aller chercher sur Google s'il y a des vulnérabilités qui sont sorties pour ça. Mais là, maintenant, on va plus s'attarder aux vulnérabilités dans le code Python que les développeurs ont écrit. C'est ça que je veux dire. Fait que l'énumération. Bon, comme je l'ai dit au début de la présentation, plus la surface d'attaque va être grande, plus on a de chances de trouver de vulnérabilité dedans, évidemment. C'est pourquoi l'énumération peut faire la différence entre une attaque réussie ou non. Bref, plus on passe de temps à énumérer, plus on a de chances de trouver des affaires. Fait en fait, même plus précisément, plus on énumère, plus on trouve de vulnérabilité, de fonctionnalités. Fait que, par exemple, des pages de login. Ce qui peut être intéressant, c'est la page de login pour une console d'administrateur, par exemple. Des fonctionnalités de téléversement de fichiers ou de file upload en anglais. Des endroits où est-ce qu'on pourrait rentrer du texte. Peut-être qu'on peut écrire des commentaires ou écrire des avis sur un service ou peut-être envoyer des courriels, genre contactez-nous, quelque chose comme ça. Fait que plus on a de fonctionnalités comme ça, plus c'est des choses pour nous autres qui sont intéressantes parce que là-dedans, il y a plus de chances d'avoir de vulnérabilité.
Des chemins qui sont intéressants, comme /admin, ça peut être une console d'admin. Comme ça peut être, supposons, file admin, PDF, upload, blablabla, plein d'affaires. Puis finalement, c'est un fichier password.pdf qu'ils ont gardé leur mot de passe dans un fichier PDF ou je sais pas trop. Des fois, il y a juste des fichiers bizarres de même qui traînent à quelque part sur un espèce de chemin full obscur. Puis si on réussit à tomber là-dessus, ben c'est bien plus pratique d'avoir le mot de passe de l'admin directement que d'essayer de hacker le login de l'admin. Si on trouve le mot de passe aussi facilement, ben ça va bien plus vite. Et les sous-domaines aussi. Fait que des exemples de sous-domaines, par exemple, on aurait facebook.com, ben les sous-domaines, ça pourrait être admin.facebook.com, login.facebook.com. Fait que les sous-domaines, ça peut être super intéressant. Login, ça pourrait être par exemple login vers un VPN pour arriver au réseau interne. Admin, ça pourrait être encore une fois vers une console d'administrateur. Dev, ça pourrait être l'environnement de développement. Fait que peut-être que l'environnement de développement est beaucoup moins sécurisé que l'environnement en production. Fait que les sous-domaines aussi, c'est des choses qui nous intéressent. Fait que commençons par le début. La première chose que vous devriez regarder sur un site web, c'est le fichier robots.txt. Si vous faites des CTF, souvent c'est le CTF plus pour débutants, ça fait partie des challenges qui est de trouver ce fichier-là. Fait que c'est à quoi ça sert dans la vraie vie? Ça sert à éviter l'indexation des bots, entre autres de Google. Fait que si vous avez un site web, vous voulez pas que Google indexe un certain chemin de votre application. Vous créez un fichier robots.txt, vous mettez le nom de ce fichier-là dedans, puis Google, il va pas l'indexer à son moteur de recherche. C'est à ça que ça sert dans la vraie vie. Par contre, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand tu veux pas que Google trouve tes fichiers, ben, tu vas les mettre là. Fait que nous autres, après ça, on va regarder ce fichier-là pour savoir qu'est-ce que la personne voulait pas que Google voit. T'sais. Fait que souvent, le monde va mettre des affaires qui sont un peu... des choses qu'ils veulent cacher de leur site web, ils vont mettre ça là-dedans pour pas que Google le voit, mais nous autres, on va aller le regarder, fait qu'on va le voir. Exactement ce que j'ai dit. Un exemple de fichier robots.txt, là, c'est l'exemple de facebook.com /robots.txt. Puis là, on a une liste à le faire, comme slash checkpoint, contact importer, file download.php, des choses comme ça. Comme file download.php, nous autres, c'est quelque chose qui nous intéresserait parce qu'on voudrait savoir qu'est-ce qu'on peut downloader exactement. Plein d'affaires de même. Fait que des fois, il va y avoir des... Comme file download.php, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est le genre de choses qu'on pourrait peut-être trouver dans un robots.txt. Fait que c'est une bonne façon d'avoir des affaires qui pourraient être intéressantes vraiment, vraiment facilement. Petite démo. Ben, je sais pas si ça vaut la peine de faire une démo, là. C'était quand même clair le screenshot. Le crawling. Fait que dans le fond, là, ce qu'on veut, c'est avoir le plus possible de chemins dans l'application. Comme le chemin, c'est les slash quelque chose, slash quelque chose. Fait qu'une façon efficace de faire ça, c'est juste écrire un script qui va aller sur la page d'accueil, qui va prendre toute la liste de tous les chemins sur la page d'accueil, qui va toutes les visiter. Après ça, il va visiter tous les liens dans toutes les autres pages qu'il a visitées. Puis là, il va essayer de tout visiter le site web au complet, puis il va juste sortir une grosse liste de tous les chemins qu'il est allé voir. Fait que ça s'appelle du crawling. C'est une façon vraiment rapide aussi d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemins dans l'application. Ça sert, ben c'est ça, c'est suivre les liens dans une page de façon récursive. Si en fait, vous devriez utiliser Burp Suite si vous faites du hacking web. Automatiquement, Burp va crawler les... en fait, il va ajouter dans sa liste de chemins... On va le voir tantôt, là. Mais Burp, il garde comme la liste de tous les chemins qu'il trouve dans l'application. Puis quand vous visitez une page, ben, il va ajouter tout ce qu'il y a dans la page dans sa liste. Par contre, la version Community, fait que la version gratuite de Burp, elle fait juste indexer, elle fait juste garder tous les chemins qu'il y a dans la page en ce moment, mais elle fait pas l'effort d'aller visiter ces liens-là, puis après ça, aller garder, prendre les autres liens, puis comme faire ça de façon récursive. Sauf que la version Pro a fait ça. Une autre façon, c'est d'utiliser GoSpider. Ça, c'est juste un des outils qui font ça parce que c'est un outil qui est
est relativement facile à coder, là. N'importe qui ici pourrait coder ça en Python assez rapidement, là. Tu fais juste une requête, tu regardes tous les liens dans cette requête-là, tu les prends toutes, puis tu refais des requêtes sur tous ces liens-là, là. Fait que c'est juste une grosse boucle gigantesque, là. Mais ça, c'en est un exemple. Puis c'est ça qu'on va regarder, je pense. Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, qu'est-ce que je viens de rentrer là? C'est la commande GoSpider. Là, peut-être que vous le voyez pas full bien, là, en bas de l'écran. Puis j'ai rajouté --robots pour y dire va voir le fichier robots.txt puis rajoute ces chemins-là aussi dans ta liste de chemins. J'ai ajouté aussi no redirect pour éviter que le tool commence à se faire rediriger vers des sites externes, par exemple, qu'il y aurait des liens vers Google ou des affaires de même. Je veux pas qu'il commence à aller crawler Google aussi. Puis là, je fais ça, puis là, il va me sortir une énorme liste d'URL. Là, ce tool-là, ce qui fait d'intéressant, mais qui peut être tannant aussi, c'est qu'il va non seulement sortir tous les chemins, mais il va sortir aussi tous les fichiers JavaScript qu'il trouve, tous les fichiers CSS qu'il trouve. C'est peut-être pas de l'information qui est nécessairement toujours intéressante, mais de l'information intéressante qu'on a dans cette liste-là, par exemple, ce serait... pop, 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 pop. Faisons API, Product, ben on sait que tous les chemins d'API, ça va être intéressant. Des choses comme ça, là. Dans le fond, on va prendre le temps de garder rapidement pas mal toutes les lignes qu'il y a là-dedans. On va essayer de trouver des affaires qui ont l'air intéressantes. Probablement qu'en haut, dans le robots.txt, il y en avait. Cette API adresse, probablement que ça nous donne l'adresse d'un utilisateur. Fait que peut-être qu'on est capable d'avoir les adresses de tous les utilisateurs sans être nécessairement authentifié au site web. Des choses comme ça. Ça va nous aider à trouver, comme maintenant on sait qu'il y a un login, on sait qu'il y a un 2FA, fait qu'il y a une authentification multifacteur. On sait qu'on peut avoir une liste des plaintes. Peut-être qu'ils veulent pas que ce soit nécessairement public. API users aussi, ça pourrait être intéressant parce que peut-être qu'on peut avoir la liste de tous les utilisateurs. Ok, voilà. C'est un outil qui peut être, en fait, qui est très valuable que j'ai en tête, là. C'est un outil qui peut nous donner vraiment beaucoup de valeur quand on va essayer de hacker des applications web. Ok, on revient à notre présentation. Tout ça, c'est bien, mais c'est pas tous les chemins qui sont dans l'application. Fait que s'il y a un chemin qui existe, supposons /admin, mais qui est pas, il n'y a aucun lien vers /admin dans l'application, ben on ne saura jamais. Fait qu'après après avoir checké le robots.txt, après avoir tout crawlé le site web, ben là on va passer plutôt à l'énumération par force brute. Fait que c'est pas très compliqué, on va juste prendre une grosse liste de chemins qui sont communs, supposons /admin, /download, /login, ça fait de même. On va avoir une grosse liste de milliers de noms comme ça qui sont communs. Puis on va tous les essayer un par un. Puis normalement, si ça n'existe pas, le site web va nous répondre avec un code 404 not found. Puis si ça existe, il va nous répondre avec un 200. Fait que nous autres, on va juste tout prendre en note quand il répond avec un 200. Puis on va avoir peut-être des nouveaux chemins qu'on connaissait pas. Comment on peut faire ça? Il y en a plusieurs qui existent. Il y a dirb que le monde utilise beaucoup. Sinon, il y a FUF, il y a wfuzz. Là, je vous présente FUF aujourd'hui parce que c'est mon préféré. Ça ressemble à ça, la commande. Fait que je vais y passer -w. J'ai-tu ma... OK.
je vais passer -W pour une word list. Fait qu'ici, je prends la word list de Dirby, là. Qui est une liste de chemins, comme que je vous disais. -U pour mon URL. -récursion pour dire quand tu trouves un chemin, essaye après ça de brute force l'autre chemin qui suit. Et qui va faire ça de façon récursive. -C parce que je veux que le output soit coloré avec des petites couleurs comme ça. Et -FW, je vais vous montrer pourquoi il fallait que j'ajoute ça. Mais c'est filter words. Que ça va dire affiche-moi pas les réponses qui ont 207 mots dans la réponse. Parce que j'avais un espèce de bug bizarre. Ben, c'est pas un bug, là, mais le site web, il me retournait pas un 404, il me retournait toujours des codes 200. Sauf que quand la page n'existait pas, il me répondait avec un code 200, puis la page disait que le chemin n'existe pas. Fait que cette page-là, c'était toujours la même page, puis elle avait toujours 207 mots dans cette page-là. Fait que j'ai dit, enlève-moi toutes les réponses qui ont 207 mots, parce que ça veut dire que tu as juste pogné la page de 404, que eux autres, ils retournaient en 200, mais que ça devrait être un 404. En tout cas. Ouais, fait que de la même façon, en fait, c'est exactement le même principe. L'énumération de sous-domaines, on a vu tantôt pourquoi c'était important. Puis on peut faire exactement le même concept, puis essayer une grosse liste de sous-domaines un par un, puis regarder lesquels qui répondent, puis lesquels qui répondent pas. Euh, ouais, ça s'applique pas exactement à ce que je viens juste de dire. Dans le fond, pour revenir à ça, l'énumération de sous-domaines par force brute, on peut faire ça avec FOF, avec FOF que je viens juste de vous montrer. Mais une autre bonne façon de faire de l'énumération de sous-domaines, c'est avec Hamas. Puis Hamas, ça va combiner plein d'affaires différentes. Fait que ça va faire des queries DNS, ça va regarder qu'est-ce qui a été indexé par Google, ça va regarder, ça va faire du brute force aussi, ça va regarder si vous avez un sous-domaine, il va regarder l'IP qui est lié ben plutôt un domaine. Il va regarder l'IP qui est lié à ce domaine-là, puis après ça, il va regarder est-ce qu'il y a des sous-domaines qui sont liés à cet IP-là. Fait que là, il va faire comme plein de liens pour essayer de ramasser le plus possible de sous-domaines liés à votre sous-domaine que vous avez rentré au début. Fait que je l'ai runné sur google.com. La raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que Google ont un programme de bug bounty. Fait que j'ai juste ramassé leur sous-domaine. Mais faites pas ça sur n'importe quoi, là. Puis, en très très peu de temps, ça m'a sorti toute cette liste-là x5. Là. Fait que j'ai pas inclus tous les screenshots parce que c'était trop long. Mais ça a sorti une liste absolument gigantesque de noms de domaines. Puis, comme on voit, ça sort pas juste les noms de domaine quelque chose.google.com, mais ça va sortir tous les noms de domaine qui sont liés aussi à ce nom de domaine-là. Fait que, par exemple, on voit googlemail.com. Il y en avait un que j'avais là. Comme Google Analytics. Bref, ça va sortir comme plein de noms de domaine qui sont liés à Google d'une façon ou d'une autre. Fait que ça peut être une super bonne façon de, encore une fois, élargir notre surface d'attaque. Trouver plein de sites web qui sont liés à la même compagnie si c'est une compagnie qu'on essaie de hacker. La raison pourquoi je vous présente Hamas, c'est cet article-là ici, qui est un article écrit par le blog de YesWeHack. YesWeHack, c'est une plateforme de bug bounty. Et ils ont pris plein d'outils connus d'énumération de sous-domaines. Ils ont tous runné sur le même sous-domaine. Puis ils ont fait une comparaison de combien de résultats. Puis c'était Hamas qui en avait trouvé de loin le plus. Fait que c'est pour ça que je vous présente Hamas aujourd'hui. Je vous ferai pas de démo de Hamas parce que ça prend un peu de temps à runner. Puis vous allez juste voir un énorme truc de texte. Vous serez jamais pas capable de lire ce qui est écrit. Finalement, rappel sur l'OSINT. Là, c'est un rappel parce que voilà un an, j'ai fait une présentation sur l'OSINT. Mais c'est ça, les Google Dorks, c'est des recherches Google qui sont comme vraiment spécifiques, là. Ça peut vous être très très utile pour la phase d'énumération d'un site web. Fait que Google, là, ils vont indexer vraiment vraiment beaucoup d'affaires. Puis vous pouvez trouver vraiment beaucoup de choses intéressantes juste en cherchant sur Google.
Fait que, supposons, vous pouvez chercher sur Google, donne-moi toutes les PDF que tu as trouvées sur ce site-là. Google, il va sortir toutes les PDF qu'il a trouvées sur le site. Puis des fois, ça peut être des PDF comme vraiment obscurs que tu n'as aucune idée comment que Google a trouvé ça, mais il l'a trouvé. Puis ça peut être des affaires vraiment intéressantes. Disons, des Excel, ça pourrait peut-être être un meilleur exemple, ou des fichiers Google Doc, ou plutôt des fichiers DocX, là, ou des fichiers zip. Des affaires que probablement que la compagnie, elle n'a pas volontairement mis public sur son site web. Souvent, Google il est capable de les trouver. Fait que combiner tout ce qu'on vient de voir là avec d'autres techniques d'OSINT qu'on a vues avant, ça permet de peindre vraiment un tableau assez complet de notre surface d'attaque. Ok, maintenant, là, à un moment donné, c'est assez. On va voir les attaques web pour vrai. Première attaque web que je vous montre aujourd'hui, c'est les références directes non sécuritaires à des objets, ou des IDOR en anglais. IDOR pour Insecure Direct Object References. Ouais, c'est la raison pourquoi j'ai choisi cette vulnérabilité-là, c'est que c'est vraiment simple à comprendre, puis ça arrive vraiment souvent, honnêtement. Ça survient quand un site web sert des données en entrée. Oh mon Dieu, excusez-moi. Ça sert des données en entrée qui sont fournies par l'utilisateur pour accéder à des ressources directement sans vérifier si l'utilisateur a accès à ces données-là. Ce que ça veut dire pour vrai, là, c'est que supposons là, que j'ai bank.com/user/1, que moi je suis l'utilisateur numéro 1. Ben si moi je peux aller voir /user/2 puis que maintenant j'ai accès à toutes les informations de l'utilisateur numéro 2, ben c'est pas normal. Ça, c'est un IDOR. Fait que les effets peuvent être comme absolument critiques parce que tu pourrais comme ça lister toutes les informations personnelles de tous les utilisateurs de la banque. Puis c'est vraiment super simple à comprendre de /user/1, ben là, est-ce que je suis capable d'aller voir le 2 puis le 3? C'est quand même assez intuitif comme vulnérabilité. Dans la vraie vie, ça arrive très souvent. On va en reparler plus tôt. C'est ça. Fait que sous forme de schéma, normalement, comment que ça devrait aller, c'est que l'utilisateur 1 devrait pouvoir accéder au record 1. Utilisateur 2 ne devrait pas pouvoir accéder au 3. Utilisateur 3 ne devrait pas pouvoir accéder au 2. Quand il y a des IDOR, n'importe qui peut accéder à n'importe quel record, même si... Parce que probablement que dans l'application, ça paraît pas, parce que l'utilisateur, quand il navigue dans l'application, il a juste accès. Tu sais, quand moi je clique sur mon profil, j'ai juste accès à mon profil à moi, puis ça va juste lister les informations de mon profil. Mais dans l'URL, ça va être écrit /user/1. C'est quand tu modifies dans l'URL que tu vas avoir accès à des affaires que tu n'es pas supposé. Fait que ça a l'air évident quand c'est montré de même que, évidemment, que l'utilisateur devrait avoir accès à juste ce qu'il devrait avoir accès. Mais dans la vraie vie, souvent, le monde, ils vont s'arrêter seulement à l'interface. Ils vont pas, comme, essayer de tester les affaires qui... Le monde va penser que si c'est bloqué dans l'interface, c'est que tu peux pas y accéder. Mais souvent, c'est pas le cas. Mini démo. Donc, dans Juice Shop, comme que je vous montrais tantôt. Faut juste que je me relogue. OK. Fait qu'il y a un IDOR, évidemment, dans Juice Shop, parce qu'il y a pas mal n'importe quelle vulnérabilité dans Juice Shop. Comment qu'on le trouve? Il faut... en ce moment, j'ai Juice Shop qui est qui est ouvert dans Chromium. Puis c'est le Chromium qui est associé à Burp Suite ici. Fait que Burp, je vais vous montrer ce que je vous parlais tantôt. En ce moment, ça, c'est mon site qui run dans ma VM. Là, fait que c'est pour ça que c'est une adresse IP puis c'est pas un nom de domaine. Ça, c'est Juice Shop. Puis ça, c'est tous les chemins qu'il a été capable de trouver dans l'application. Par exemple, on sait que l'application elle a un API. Là, je peux ouvrir ça comme ça. Puis là, ça, c'est tous les chemins qu'il y a dans l'API. Fait que là, /API /adresse. Puis là, je sais que, supposons, il y a l'adresse numéro 7.
Quand j'ai visité cette page-là ici, qui est la page d'accueil, en ce moment, j'ai rien dans mon basket, mais je vais acheter. Tout le concept de Juice Shop, c'est que c'est un magasin de jus. Fait qu'on va ajouter du jus à notre panier. Fait que je vais acheter du jus de pomme. Là, je l'ai ajouté à mon basket. Ben, en background, l'application, elle a fait une query au chemin /API /basket avec le numéro de mon basket. Pour savoir il y a combien d'items dedans pour qu'il puisse m'afficher le petit 1 ici. Là, je m'en vais ici. Je sais pas si on va le voir dans... ça, c'est comme les logs de tout ce qui a été envoyé. Ouais, ici. Bon, j'ai dit API, c'est /rest/basket, puis on voit /6. Je sais pas si c'est trop petit pour que vous puissiez lire, là. En tout cas, je vous le narrate en même temps, là. Fait qu'il a fait une requête à /rest/basket/6 pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon basket. Fait que là, bon, là, ça l'a répondu avec un not modified pour lui dire que mon basket n'est pas changé depuis la dernière fois qu'il a checké. Mais ce qui va nous intéresser, là, je vais le faire devant vous. Oups. Je vais l'envoyer au repeater. Dans le fond, ça, c'est la requête web qui a été envoyée par Chrome. Puis Burp l'a comme enregistré, puis il a enregistré la réponse aussi. Fait que là, je peux cliquer droit ici, puis cliquer sur Send to Repeater ou faire CTRL-R. Si vous voulez plus de détails sur l'utilisation de Burp, j'en parle aussi dans la formation sur les applications web. Fait que là, je l'ai envoyé dans le repeater. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer la même requête, sauf que là, je vais la modifier, puis je vais regarder si je pourrais voir, supposons, le basket numéro 5. Là, j'ai accès au basket numéro 5. Et on se rappelle que mon basket, moi, c'était le numéro 6. Fait que ça veut dire que je peux voir toutes les baskets de tous les utilisateurs qui utilisent le site web. Fait qu'on voit qu'il y a un utilisateur qui achète du Raspberry Juice. Fait que ça, c'est un exemple de idle. Fait que ça, ben, c'est quand même problématique, là. On devrait pas pouvoir voir qu'est-ce que les utilisateurs mettent dans leur panier, là. Même si ça n'a pas full d'impact, c'est pas des données personnelles ou quoi que ce soit, c'est quand même pas normal. Fait que ça serait une vulnérabilité, probablement une vulnérabilité faible ou quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est un exemple de idle. Ça passe de vraiment full bright à full sombre d'un coup. Un autre exemple, là je mets un petit bémol. Pas exactement un idle, puis on va voir pourquoi tantôt. Mais pour montrer que c'est des choses quand même qui arrivent dans la vie de tous les jours, c'est un exemple de... Est-ce que j'ai mis la date? Je pense que c'est v'là 2 ans, c'est pas l'été passé, l'autre d'avant. Dans le fond, comment que ça marchait, là? C'est que quand vous faites... C'est une fuite de données, puis là je mets... Encore une fois, on va en parler pourquoi c'est pas vraiment... Ben c'est une fuite de données, mais comme ish, là. Dans le fond, c'était des données publiques. Mais comment ça marchait? C'était à le tribunal de quelque chose du logement. Et dans le fond, chaque fois que vous aviez un jugement par ce tribunal-là, vous receviez le jugement par PDF. Puis vous aviez... dans le fond, c'était pas exactement comme ça, mais c'était le même concept, là. C'est que vous aviez comme /dossier/ avec votre numéro de dossier. Puis ça vous menait à un PDF avec votre jugement qui parlait de comme de votre jugement lié à votre logement ou whatever. Ça, c'est quand même normal parce que c'est des données publiques. Fait que c'est voulu, tous les jugements, vous êtes supposé, c'est toutes des données publiques, fait que n'importe qui peut regarder n'importe quel jugement. Le problème, c'est que vu que les numéros se suivaient tous un après l'autre, ben, il y avait façon de juste écrire un script Python qui allait ramasser tous les jugements qui ont comme été faits depuis le début des temps, puis monter une énorme base de données avec toutes les informations personnelles qui se retrouvaient dans chacun des jugements individuellement.
Puis ça, toutes ces données-là personnelles ensemble, là, c'est là que ça devient plus dangereux parce que là, on se ramasse avec des centaines de milliers de données personnelles sur des centaines de milliers de personnes. Fait que qu'est-ce qui aurait dû être fait, puis qu'est-ce qui a été fait aussi pour corriger ça? C'est chacun des dossiers devrait avoir quand même un numéro long et aléatoire. Ce qui est utilisé habituellement quand on veut faire ça, c'est quelque chose qui s'appelle un UUID pour quelque chose Unique Identifier. Et ça ressemble à ça. Puis c'est généré aléatoirement, puis c'est pratiquement toujours différent un de l'autre. Fait comme ça, il n'y a aucune façon de prédire ça va être quoi le prochain, parce que c'est tout aléatoire. Fait que je pourrais pas écrire un script qui va aller toutes les regarder un par un puis toutes les downloader. Fait que je peux juste les regarder comme un par un si on m'envoie le lien ou si je fais une recherche dans une base de données puis qu'il me sort un jugement en particulier, ben là je peux regarder ce jugement-là en particulier. Fait que ça c'est un exemple. C'est pas vraiment un IDOR parce que c'était des données publiques, mais ça représente bien à quoi ça peut ressembler un IDOR si ça avait été des données qui n'étaient pas publiques. OK. Continuons avec les cross-site scripting ou XSS. En français, ça s'appelle un script intersite, ce qui est absolument affreux. Puis comment ça marche? C'est un type d'injection de code qui se fait dans le front-end de l'application. Le front-end d'un site web, ça utilise du JavaScript, comme on l'a vu tantôt, pour faire toutes les animations puis tout ce qui est comme interactivité du front-end. Ben, c'est problématique si nous autres, on est capable, en tant qu'attaquant, rentrer du code JavaScript. Fait comme ça, on va pouvoir faire des affaires bizarres au browser de la victime. Donc, on peut dire que c'est une vulnérabilité qui est de type client-side. Fait que c'est une vulnérabilité qui s'attaque au browser de la victime comparé aux vulnérabilités qui sont pas client-side, qui sont dans le back-end. Dans le fond, en pratique, là, de quoi ça ressemble? Ah, je sais pas si je vais le dire plus tard. Pas très clair, ça, comme exemple. Bon, en pratique, de quoi ça ressemble? C'est, supposons que vous pouvez faire une publication sur Facebook. Supposons que vous pouviez faire ça dans un monde étrange. Là. Dans le fond, si j'écris du code JavaScript dans ma publication, ben, il faut que Facebook, eux autres, quand ils codent leur front-end, il faut qu'ils disent explicitement que ce que j'écris dans ma publication, c'est pas du code. Parce que sinon, le browser, il va être confus, puis il va voir quelque chose qui ressemble à du code, puis il va l'exécuter comme du code, même si c'était pas supposé. Fait que normalement, quand j'écris du code dans ma publication sur Facebook, on sait déjà que ça, c'est supposé être du texte, c'est pas supposé être du code qui s'exécute. Mais le browser, lui, pour lui, c'est pas évident. Fait qu'il faut que tu dises explicitement, exécute pas ce qui est dans une publication. Puis des fois, c'est pas dit explicitement. Fait que quand j'écris du code JavaScript à quelque part, puis que d'une façon ou d'une autre, ça revient au browser à un moment donné, ben le browser, il va peut-être être confus, puis il va penser que c'est du code qui est supposé exécuter, puis il va l'exécuter. Il y a 3 types de XSS. Aujourd'hui, on va avoir 2. Les XSS stockés, XSS réfléchis, et les XSS dans le DOM. Nous autres, on va voir les 2 premiers. Les XSS stockés, c'est l'exemple comme que je viens de vous donner là. C'est que le payload XSS, donc le code JavaScript que je veux qu'il s'exécute dans le browser des gens, il va être stocké à quelque part dans la base de données du site web. Fait qu'un exemple, ce serait, c'est l'exemple que j'ai donné tantôt. Dans le fond, ça fait qu'à chaque fois qu'une personne va retourner voir cette page-là, ben, le XSS va toujours s'exécuter, fait que le code JavaScript va toujours s'exécuter. Fait que c'est par opposition à un XSS. Ah ouais, ça. Dans le fond, j'ai un attaqueur ici. L'attaqueur, il s'en va mettre dans le serveur son payload XSS. Et la victime, à chaque fois qu'elle va aller voir une certaine page, ben, elle va toujours recevoir ce payload-là. Ça, c'est par opposition à un XSS réfléchi. Fait que quand vous allez comprendre les XSS réfléchis, vous allez comprendre pourquoi que les XSS stockés existent.
Dans le fond, c'est envoyé au serveur, puis c'est renvoyé comme réponse tout de suite, puis c'est jamais stocké à quelque part. Fait qu'un exemple, c'est par exemple une fonctionnalité de recherche euh, dans quelque chose. Supposons que vous aviez une bibliothèque avec des livres, puis vous pouvez chercher des livres. Ben là, vous allez les chercher par des keywords, puis là, la page web qui va vous afficher les keywords que vous avez cherchés, puis avec la liste des livres qui est associée. Fait que les keywords que vous avez cherchés, ils sont jamais stockés dans la BD. Fait que quelqu'un, après ça, qui s'en va voir la page de recherche, elle va pas recevoir cette information-là, elle, parce que c'est juste le serveur a reçu les keywords que vous avez cherchés, puis il vous les a raffichés tout de suite après. Ça, c'est un XSS réfléchi. C'est quand vous allez écrire du code JavaScript comme keyword, le serveur va le recevoir, puis vous le renvoyez tout de suite pour dire ah, tiens, c'est ça que tu as rentré dans la barre de recherche. Et ça, c'était du code JavaScript, puis il va s'exécuter. Bon, en pratique, comment qu'on exploite ça? Puis c'est ça qui fait aussi beaucoup la différence, là. C'est que pour exploiter, pour qu'un XSS ait un vrai impact, pour que le code JavaScript s'exécute dans le browser d'une victime, ben il faut comme que je mette mon code XSS, mon code JavaScript, mon payload XSS, dans l'URL. Puis j'envoie cette URL-là à la victime, puis il faut que la personne clique dessus. Fait que c'est vraiment plus difficile à exploiter. Si j'ai un XSS stocké, ben je crée ma publication Facebook une fois, puis n'importe qui va aller voir mon profil, ça va toujours s'exécuter. Tandis qu'un XSS réfléchi, supposons que j'avais une recherche, puis que la recherche est dans la barre de recherche, mais là j'écris mon payload JavaScript là, puis là il faut que j'envoie le lien à quelqu'un, puis la personne clique sur le lien, puis ça fait la recherche à sa place, puis là ça exécute le code JavaScript, fait que c'est beaucoup plus difficile à exploiter les XSS réfléchis que les XSS stockés. Bon, là, depuis tantôt, je vous parle d'exécuter du JavaScript, mais je vous ai pas dit exactement qu'est-ce que ça pouvait faire d'exécuter du JavaScript. En gros, l'impact principal d'exécuter du JavaScript, c'est que ça peut voler les cookies. Fait que les cookies de session, c'est ce qui vous permet de vous authentifier. En JavaScript, il y a façon de prendre les cookies de ce site web-là puis faire des affaires avec. Fait que notre code JavaScript qu'on va utiliser pour hacker quelqu'un, c'est qu'on va demander à JavaScript de prendre les cookies de la personne, puis après ça, faire une requête sur notre serveur à nous, puis envoyer les cookies dans la requête. Fait que le JavaScript va prendre les cookies de la personne, puis elle va les pitcher sur notre serveur à nous autres. Fait qu'en gros, ça mène à voler le compte de la personne. En anglais, on dit un account takeover. Après ça, si vous êtes plus comme dans Anonymous ou je sais pas trop, là, le JavaScript, ben, les XSS, ça peut être utilisé pour faire du defacing. Fait que vous pouvez, dans le fond, en JavaScript, vous pouvez changer tout ce dont la page a de l'air. Fait que vous pouvez comme tout déliter le contenu de la page puis mettre le contenu que vous voulez. Fait que vous pouvez mettre comme la porn dans un site gouvernemental ou je sais pas trop, là, des affaires de même que le monde trouverait drôle, là. Mais disons, des gens plus sérieux, quand ils vont comme exploiter des XSS, ça va être pour voler la session des gens, puis voler leur compte. Très bonne vidéo sur les XSS. C'est un XSS qui est très connu, qui est très 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 vieux. C'est qu'à un moment donné, dans Twitter, il y avait une vulnérabilité XSS, puis tu pouvais rentrer du JavaScript qui créait un tweet, puis dans le tweet, tu remettais le payload JavaScript. Fait que ça faisait un tweet qui s'auto-tweetait. Chaque fois que quelqu'un regardait le JavaScript, ça lui faisait tweet le payload JavaScript. Fait que ça faisait une énorme chaîne que tous les utilisateurs postaient tout le même post. En tout cas, c'est quand même drôle comme histoire. Fait que je vous recommande cette vidéo-là. En pratique, comment est-ce que je cherche pour des XSS? En gros, c'est juste de mettre du JavaScript dans pas mal n'importe quel endroit que vous pouvez rentrer du texte. Avec un exemple ici, trouver un endroit dans l'application où est-ce que je peux rentrer du texte. Par exemple, ça ressemble d'ailleurs à l'exemple que je vous ai donné de la bibliothèque tantôt. Je peux rechercher quelque chose, puis là en ce moment je cherche pour des chats, puis là ça m'a répondu 0 résultat pour les chats. Première chose que je vais tester, c'est si je peux rentrer du HTML. On se souvient que les XSS, c'est quelque chose qui est dans le front-end.
comme le HTML. Fait que souvent, les applications vont être plus permissives avec le HTML qu'avec avec le JavaScript. Fait qu'une première bonne chose à tester, c'est est-ce que je peux injecter du HTML? Si ça marche, peut-être que vous allez pouvoir injecter du JavaScript. Fait que là, en ce moment, j'ai injecté juste un tag h1 qui est pour header1, qui est pour un titre. Puis je l'ai appelé titre. Là, je vois que ça render comme du HTML, ça veut dire le browser était confus, il pensait pas que ça c'était du texte, il pensait que c'était du code HTML. Fait qu'il l'a render comme du HTML, fait qu'il l'a affiché comme un titre. Fait que là, maintenant ce que je vais tester, c'est si je peux rentrer les tags script. Fait que les tags script, c'est là que je mets mon code JavaScript. Mon code JavaScript que j'ai écrit, c'est un code très simple qui fait juste une alerte. Fait que les alertes, c'est les pages, c'est les notifications comme ça qui dit this page 16 avec un message. Là, j'ai dit, fais-moi un alerte avec le message hello avec un petit bonhomme sourire. Puis le browser a été confus. Il pensait que c'était des tags script qui devaient exécuter plutôt que du texte dans la page à afficher sous forme de texte. Puis il l'a exécuté, puis il a fait un petit pop-up qui disait hello. Fait que ça, c'est notre preuve de concept. On vient de démontrer qu'on est capable d'exécuter du JavaScript. Si on voulait pousser ça plus loin, là, on pourrait écrire le payload que je parlais tantôt qui va prendre les cookies puis qui va les envoyer à quelque part d'autre. Mais si, supposons, on est des gentils, si on est des testeurs d'intrusion ou on fait du bug bounty, des affaires comme ça, ben ça, c'est assez pour démontrer que la vulnérabilité est vraiment présente. Petite démo. OK, fait que dans Juice Shop, évidemment, il y a aussi des XSS. Il y en a plusieurs. Ça, c'est un exemple. Euh, dans le fond, j'ai fait une commande. Fait que j'ai commandé du jus parce que c'est le Juice Shop. Puis je suis dans la fonctionnalité qui me permet de. Il manque-tu un bout à. Un petit peu? Non, c'est juste dans ma tête. Ok, ouais, c'est ça. Fait que dans les orders, là, je peux avoir la liste de mes commandes que j'ai faites. Puis la vulnérabilité est dans la fonctionnalité de tracking de ma commande. Fait que si je m'en vais cliquer là-dessus pour track my order. Fait que là, ça, c'est la commande que j'ai commandée. J'ai commandé du jus de pomme. Puis, dans le fond, là, peut-être que vous avez remarqué, en ce moment, je suis dans Track Result en haut, ID égale avec le ID de ma commande. Puis le ID de ma commande est réaffiché ici. Mais si j'écris du script, supposons qu'on se fie à ce que je viens d'expliquer, puis on commence par essayer d'injecter du HTML. Ok, là, de toute évidence, ma page a bug. Là. Attends un petit peu.
Bon, ben les dieux de la démo sont pas avec nous aujourd'hui, mais ça marchait tantôt, je vous le promets. Bon, un autre endroit où est-ce qu'il y en avait un autre type de XSS. Dans le fond, il y a plusieurs payloads de XSS qui existent. Parce que écrire juste un tag script avec du code JavaScript dedans, puis un autre tag script, souvent les sites web vont comme avoir minimalement filtré les tags script ou des affaires de même. Mais il y a plein d'autres types de tags que tu peux faire pour, euh, euh, pour arriver au même résultat qui est d'exécuter du JavaScript. Il y a un autre tag parfois qui marche, c'est les iframes. Fait que je pourrais, que j'aurais de la misère à vous décrire c'est quoi un iframe en HTML, là. Je pense que ça permet d'inclure un autre site web dans ton code HTML. Ouais, c'est ça. Là, ici, on voit que ça inclut une page. Là, en ce moment, la page est noire. Mais ça a inclus une page dans ma page. Puis là, je sais pas si un script, ça va marcher. Sinon, je sais qu'il y a comme un autre payload qui marche. Que je ne me rappelle pas par cœur. Non. Quelque chose genre JavaScript 2 points. J'avais full espoir que ça marche. Ouais, tu penses? Peut-être 2 points? Bon, là, je fais n'importe quoi. En tout cas, ben, vu que l'exercice est trivial, je vous laisse en exercice à faire à la maison. Ok. Donc, bref, comme pour pas mal toutes les vulnérabilités, il y a du monde qui ont scripté des outils pour automatiser l'exploitation de ces vulnérabilités-là. Puis pour le XSS, il y a quelque chose qui s'appelle XSS Strike qui va tester plein de payloads XSS puis qui va regarder si les XSS fonctionnent. Ok. Troisième vulnérabilité qu'on voit aujourd'hui, c'est la dernière pour le moment, c'est les injections SQL. C'est encore une fois un classique dans les CTF. Comment ça fonctionne? Cette vulnérabilité-là, elle va s'attaquer plus à la base de données. Disons, elle s'attaque à la façon dont le back-end communique avec la base de données. En pratique, si vous avez fait le cours de base de données ou en tout cas vous avez un peu de connaissances en SQL, ça va être quand même assez simple à comprendre. Supposons que j'ai un. Pour ceux qui ne savent pas, ça c'est du SQL ici que j'ai juste là. Fait que j'ai un formulaire d'authentification, puis la commande SQL c'est ça. Fait que là, je cherche le ID pour dans mes users pour un username quelque chose, puis un password quelque chose. Fait que la personne, quand elle va essayer de se connecter, elle va dire mon username c'est Marc-André, mon mot de passe c'est bonjour. Puis si je réussis à avoir un ID, ça veut dire que la personne a rentré le bon username puis le bon mot de passe. Puis s'il n'y a pas de ID, ça veut dire que c'est pas le bon mot de passe ou c'est pas le bon username. Fait que la personne ne peut pas se loguer. L'affaire, c'est que si mon nom d'utilisateur c'est admin apostrophe tiret tiret, la commande va devenir select ID from users where username égale admin. Puis là, on va fermer l'apostrophe. Tiret tiret, ça fait un commentaire en SQL. Puis, dans le fond, on va commenter tout le reste de la ligne, ce qui fait qu'on va jamais vérifier le mot de passe. Fait que c'est ça le concept d'une injection SQL. On va injecter du code SQL à l'endroit où est-ce que ça devrait être juste du texte, puis on va modifier la suite de la commande SQL pour qu'elle fasse ce qu'on veut qu'elle fasse. Fait que l'application, elle va nous laisser nous loguer en tant qu'admin parce qu'elle va jamais vérifier le mot de passe parce que pour elle, ça, c'est rendu
un commentaire. Il existe plusieurs types d'injection SQL. Ça, c'en était juste une. C'était probablement la plus simple. Un exemple d'injection SQL par union, que ça s'appelle. Donc en SQL, il y a façon de faire union. Ça nous permet de joindre deux tables ensemble. En ce moment, j'ai une fonctionnalité avec des livres. Puis je regarde pour le titre du livre puis le prix du livre parmi plutôt des produits, fait que parmi ma table de produits. Fait que ça pourrait être par exemple un, un- un magasin qui vend des livres, puis il regarde tous les titres des livres, puis tous les prix des livres. Fait que là, il est en train de chercher pour tous les produits qui sont dans la catégorie livres. Moi, ce que je fais, là, probablement que dans l'application, ben là, tu peux chercher par catégorie. Puis là, une personne normale chercherait par catégorie livre, puis ça y sortirait la bonne affaire. Sauf que nous qui sommes des hackers, on va chercher dans la catégorie, on va rentrer books avec l'apostrophe, puis on va rajouter union select. Fait que union, ça va merger deux tables ensemble, une à la suite de l'autre. Puis là, on fait un nouveau select, pareil comme ici, sur une autre table, la table users, puis on va select le username puis le password de la table users. Fait que dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va encore ramasser le titre puis le prix de nos produits dont la catégorie est books. Puis en même temps, on va aussi aller voir la table users, on va prendre le username password puis on va le concaténer au résultat de la première affaire. Fait que le résultat, ça va être ça. On va encore une fois avoir nos livres, puis après ça, on va avoir les utilisateurs avec leur mot de passe. Fait que si on a admin puis le mot de passe de l'admin. Encore une fois, ça peut être automatisé. L'outil qui est de loin le plus utilisé pour automatiser les injections SQL, c'est un outil qui s'appelle SQLmap. Et j'ai pas mis de page de démo, mais on va essayer de tenter les dieux de la démo encore une fois. Fait que là, on revient à notre échec de tantôt. On va logout, login, et on a une fonctionnalité de login. Fait qu'on s'attend à ce que s'il y a une fonctionnalité de login, probablement qu'il y a une base de données derrière. Peut-être qu'on pourrait injecter du SQL dedans. Fait que pour le email, en fait, on sait pas, le problème c'est qu'on sait pas comment que c'est codé dans le backend. Fait qu'on va essayer d'injecter du SQL un peu n'importe quoi, puis on va espérer que ça marche. Fait que par exemple, mon compte que j'ai créé tantôt, c'était test.commercial.test.com. Pour le mot de passe, je peux justement le montrer. Je vais écrire apostrophe or root. Point virgule pour mettre fin à la commande SQL. Dash dash pour commenter tout le reste. Fait que là, ce que ça va faire, c'est que probablement que ça va chercher pour le email avec le email que j'ai mis. Puis à la place de chercher pour un mot de passe, ça va chercher pour un mot de passe vide ou la valeur vraie. Fait que ça va toujours être vrai. Vu que c'est un ou logique avec un vrai, ça va toujours résulter avec vrai. Fait que normalement, il devrait juste. Dans le fond, comment ça s'interprète là? Ça va dire est-ce que le mot de passe c'est ça? Ou est-ce que la valeur booléenne est vraie? Fait que ça va toujours être vrai, il va jamais. Même si le mot de passe c'est pas le bon, ça va être vrai pareil le résultat. Fait que ça, normalement, ça devrait nous login. Ah, les dieux de la démo aujourd'hui, ils sont pas contents. C'est-tu vraiment test@test.com que j'avais mis? Il me semble que oui. Bon, sinon, ce que je sais qui marche, c'est qu'on va même pas chercher pour un email, puis on va juste lui demander de nous loguer peu importe. Ça, je pourrais mettre n'importe quoi. Mais la France, ce que ça va faire, c'est que ça va même pas vérifier pour le courriel. Ça va juste
quand on va lui demander de se loguer, il va retourner true, puis il va nous loguer. Mon Dieu, il y a même des petits... Fait que là, voilà. Fait que là, il a retourné le premier résultat dans toute la table. Le premier résultat, c'est l'administrateur, parce que chaque fois qu'on crée un site web, le premier utilisateur qu'on crée, c'est l'administrateur. Fait que si je regarde dans mon compte, je suis l'utilisateur administrateur commercial du shop point quelque chose. Fait que ça, c'est un exemple d'injection SQL. C'est quand même intéressant que l'injection SQL marchait dans le courriel, mais pas dans le mot de passe. Fait que ça pourrait être intéressant de regarder le code source, comment que il compare le mot de passe, puis comment il compare le courriel. Good, c'était pas un trop gros échec. Voilà ce qui était des vulnérabilités. On va parler des standards pour finir notre présentation d'aujourd'hui. Le OWASP Top 10, le top 10 de OWASP, c'est de loin le standard qu'on entend le plus souvent par rapport aux applications web. Ça a été fait par le Open Worldwide Application Security Project, ou OWASP. Et à chaque 4 ans, ils font un inventaire de toutes les vulnérabilités qui ont été comme publiées publiquement. Ils les catégorisent, puis ils font des statistiques par rapport à quelle vulnérabilité qui est le plus commun dans les applications. Pourquoi ils font ça? Ben, c'est surtout pour les développeurs. Pour les développeurs, ça leur donne une bonne checklist de 10 choses à vérifier que ça, c'est toutes des affaires que souvent les développeurs, ils ratent. Ça crée souvent des vulnérabilités. Fait qu'au moins, essayer de porter attention à ça. Fait que nous autres, comme hackers, ben, ça nous aide aussi parce qu'on sait que c'est des vulnérabilités qui reviennent souvent. Fait que c'est les vulnérabilités qu'on veut tester. La façon dont c'est catégorisé, elle change de 4 années à 4 années. Par exemple, on voit le cross-site scripting qu'on a vu tantôt, puis les injections SQL, si je me trompe pas. Les injections, c'était le premier. Puis les deux ont été comme mis ensemble dans injection qui est rendu troisième. Fait qu'avant, ils considéraient les cross-site scripting comme quelque chose de différent des injections. Maintenant, ça fait partie de la même catégorie, c'est considéré quand même comme une injection. Fait que ça vaut la peine. Là, je ne vais pas rentrer en détail, mais dans le fond, si vous allez là-dessus, vous allez avoir, pour les 10, vous allez avoir un lien vers une page qui décrit exactement qu'est-ce que la catégorie elle englobe. Puis ça va vous expliquer. Puis c'est vraiment orienté sur les développeurs, ce qui est, je trouve qui est vraiment bien. Parce que ça prouve que leur intention, c'est d'essayer de sécuriser le plus possible les applications. C'est pas juste une base de connaissances pour les hackers, c'est surtout une base de connaissances pour les gens qui vont sécuriser leur site web. Puis de notre côté, en tant que hacker, ben, c'est intéressant aussi de savoir comment que les gens ils font pour se protéger de ces vulnérabilités-là. Fait que je vous recommande très très fortement, si vous voulez en apprendre plus sur hacker les affaires web, la première chose à faire, c'est d'aller regarder le OWASP Top 10. Le score CVSS. Donc c'est le dernier standard qu'on va voir. C'est ce qui permet d'évaluer la criticité. Fait que c'est un standard qui est utilisé partout dans le monde. Chaque fois qu'il y a des vulnérabilités qui sont déclarées, tantôt on parlait de CVE, les CVE vont avoir un score CVSS qui est associé. Chaque fois qu'on parle de vulnérabilité, on veut savoir cette vulnérabilité-là, est-tu importante ou est pas importante? Ben, on va savoir ça avec le score CVSS. Comment c'est calculé? C'est calculé avec chacun des points ici. Puis on va les voir un par un. Fait que tout d'abord, on regarde le attack vector. Concrètement, c'est la distance à laquelle il faut être pour pouvoir exploiter la vulnérabilité. Fait qu'il y a des vulnérabilités, par exemple, qui sont du côté physique. Fait que des vulnérabilités comme dans un processeur ou quelque chose comme ça, dans un port USB, qu'il faut littéralement que je sois comme à côté du serveur pour le hacker. Puis ça va du côté physique jusqu'à network, que ça veut dire, disons, à partir d'Internet ou à partir de n'importe où. Supposons que je pourrais hacker n'importe quel de vos
téléphone à partir de ici en passant par le Wi-Fi ou des affaires de même. Ça, c'est le niveau network. Ouais. La complexité d'attaque, en gros, c'est pas vraiment la complexité d'attaque parce que sinon, ce serait comme trop subjectif de dire ah ben moi je trouve que ça c'est compliqué, oh non, moi je trouve que ça c'est simple. La complexité d'attaque pour vrai, c'est les conditions nécessaires pour que l'attaque fonctionne. Est-ce que pour que mon attaque fonctionne, il faut que le serveur il soit configuré d'une façon vraiment particulière, puis il faut que j'envoie mon payload au bon timing pour que ça tombe. Si vous avez fait le cours de système d'exploitation, là, on a vu les race conditions, là, que c'est que si ton, ton processeur il passe d'un thread à l'autre entre deux instructions particulières, ça crée des problèmes. Là. Que ça arrive pas rarement parce qu'il faut que ton CPU il switch d'une tâche à l'autre à un endroit vraiment particulier entre comme 2 bits en particulier pour que ça fonctionne. Mais ça, ce serait un exemple de complexité haute parce que les chances que ça fonctionne sont comme plus faibles. Bon, les privilèges requis, c'est self-evident. Fait que ça dit, est-ce qu'il faut que tu sois administrateur pour pouvoir exploiter ça, ou si je peux comme arriver sur le site en étant non identifié, non authentifié, puis l'exploiter pareil. User interaction, ça revient un peu au XSS réfléchi qu'on parlait tantôt. Est-ce qu'il faut que la personne elle clique sur un lien, qu'elle reçoive un courriel, puis qu'elle clique dans le courriel, des affaires de même, ou t'as pas besoin du tout d'utilisateur, puis t'es capable d'exploiter directement? Fait que si tu as besoin d'un utilisateur, ben la cote va être plus faible. Si tu n'en as pas besoin, ça va être plus élevé parce que c'est plus facile à exploiter. Le scope, est-ce que quand j'exploite quelque chose, ça met en danger les autres choses autour ou pas? Puis finalement, l'impact. Fait que l'impact, c'est basé sur la cote CIA, la cote DIC en français. Fait on regarde la confidentialité, les impacts sur la confidentialité, l'intégrité, puis la disponibilité des données. Fait que la confidentialité, est-ce que c'est des données qui ne devraient pas être publiques puis qui font que la personne a accès à ces données-là? Fait qu'un exemple de tantôt, c'était les IDOR, ça a un impact sur la confidentialité. C'est que je réussis à accéder à de l'information qui devrait être confidentielle, que je ne devrais pas avoir accès. L'intégrité, c'est si je peux modifier des données que je ne devrais pas. Et, j'ai oublié de tasser la flèche. La disponibilité, c'est si je suis capable de comme déliter des données que je ne devrais pas être capable de déliter, ou en tout cas empêcher les gens d'y accéder. Fait que ça, pour chacun de ces 3 points-là, je vais dire s'il y a un impact vraiment élevé ou un petit impact ou pas d'impact du tout. Fait qu'un exemple, supposons qu'on regarde une injection SQL comme tantôt. Le attaque vector, ce serait network parce que je peux le faire de n'importe où, c'est en passant par Internet. Fait que je peux être n'importe où puis exploiter une vulnérabilité. C'est pas complexe, ça va fonctionner pas mal. J'ai pas de contraintes particulières qu'il faut qu'il se passe de quoi de vraiment improbable pour que ça fonctionne. Ça va marcher à n'importe quel moment. J'ai pas besoin de privilèges. Dans le fond, le concept même, c'était qu'on n'était pas authentifié puis on fait ça dans le login. J'ai pas besoin d'interaction d'un utilisateur dans ma chaîne d'exploitation. Mon scope est pas unchanged, ça fait pas que je peux attaquer d'autres affaires. C'est ça, ça fait pas que la vulnérabilité elle affecte d'autres actifs une fois que je l'ai exploité. Impact élevé sur la confidentialité, dans le fond, j'ai accès en tant que. Ben, en fait, vu que je peux injecter du SQL, ben, je peux faire ce que je veux avec la base de données. Fait que techniquement, je pourrais downloader toute la base de données. Fait que ça, c'est un impact élevé sur la confidentialité parce que j'ai juste accès à toutes les données du site. Intégrité, ben, dans le fond, vu que je peux rentrer du SQL, encore une fois, je peux changer toutes les données du site. Puis je pourrais aussi décider de dropper toutes les commandes drop table. Là. Je pourrais déliter toute la DB au complet. Fait que ça nous donne un score total de 9.8 sur 10. Fait que les scores CVSS, c'est sur 10. Ça nous donne un score de 9.8 sur 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que le score CVSS simplifié, c'est soit faible, médium, élevé ou critique.
avec les ranges de nombres qui sont associés. Puis les critiques, c'est de 9 à 10, fait qu'on aurait une vulnérabilité critique devant nous. Qui est souvent le cas quand c'est des injections SQL, c'est pas mal parmi les pires vulnérabilités qu'on peut avoir. Et voilà. Qu'est-ce que je vous recommande pour pratiquer à hacker des sites web? Ben, de loin, la chose que je vous recommande le plus, très, 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 très fortement, portswigger.net/websecurity, c'est Portswigger Academy que ça s'appelle. Et c'est gratuit, puis c'est de loin la meilleure ressource pour apprendre tout ce qui est vulnérabilité web. Ils sont super à jour. Quand il y a une nouvelle vulnérabilité qui sort, non seulement ils ont des chercheurs qui travaillent là, fait que souvent il y a des nouvelles vulnérabilités qui sortent, que c'est du monde de cette compagnie-là qui la découvre. Mais souvent, quand il y a une nouvelle vulnérabilité qui sort, ils sont dans les premiers à écrire un tutoriel, puis à écrire des blogs, des posts de blog pour expliquer aux gens comment que ça fonctionne, puis essayer de vulgariser pour qu'on puisse facilement comprendre c'est quoi la vulnérabilité. Et ils ont plein d'espèces de laboratoires. Pourquoi que j'écris tutoriel puis environnement de pratique? Ils écrivent des articles qui expliquent très très bien comment que la vulnérabilité fonctionne, puis comment l'exploiter. Puis pas juste des affaires comme des XSS, c'est injecter du JavaScript, mais ils vont vous montrer exactement dans la page de comme le code JavaScript s'en va où, les différents types de payloads que vous pouvez utiliser, des affaires de même. Fait que c'est super détaillé. Et après ça, vous allez avoir des environnements de pratique. Fait que là, ils vont gratuitement monter un site web temporairement pour que vous alliez essayer les XSS dedans. Puis quand vous réussissez le XSS, ça vous comme dit ah bravo, t'as réussi. Fait que c'est vraiment de loin la meilleure, à mon avis, la meilleure ressource pour apprendre la sécurité web. Sinon, deux Room Try Hack Me, une sur OWASP Juice Shop. Fait que si vous voulez faire les XSS triviaux de tantôt, ben, vous pouvez juste aller là-dessus, puis il y a un Juice Shop qui est dans Try Hack Me, gratuitement. Tout ça, c'est tout gratuit. Puis il y a aussi une room sur le OWASP Top 10, ce que je vous avais montré tantôt. Finalement, la chaîne Pound Function sur YouTube, c'est une très bonne chaîne qui font beaucoup de vidéos comme de vulgarisation, justement. Mais tu sais, je dis vulgarisation, mais c'est quand même assez avancé, là. Il faut être en informatique, puis il faut savoir pour comprendre ce qu'il dit. Mais c'est ça. Puis il va faire des vidéos comme sur les XSS, c'est quoi, puis des affaires de même. Ok, voilà. Merci encore une fois d'être venus nombreux. Puis, merci beaucoup.